Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct de Al24 News à l'échiquier international. Marche vers Gaza, le compte à rebours a commencé. Ils sont environ 4000 militants de 40 pays différents à prendre part à cette marche. Point de chute, le Caire, pour rallier Rafah à la frontière de Gaza. Des militants de diverses nationalités se sont donné donc rendez-vous en Égypte afin de se diriger vers Gaza et de casser le blocus de la honte imposé aux Palestiniens par l'antitétionniste, qui n'a pas manqué, l'antitétionniste de culot, en bombardant ce matin des enfants razaouis alors que ces derniers cherchaient juste de quoi se nourrir. C'est le blocus que la caravane justement vers Gaza et la marche de la résistance à Soumoud tentent aujourd'hui de briser, tous vers Gaza, tous vers Rafah, et même si le chemin n'est pas pavé de roses, il fallait s'y attendre. Gaza en vaut la peine, vu que d'ores et déjà des obstacles commencent à se dresser face et devant les militants, où certains risquent d'être refoulés vers leur pays d'origine par les autorités égyptiennes. Tout de suite, les développements. Alors pour en parler aujourd'hui et ce soir avec nous, Gabriel Galis, président de l'Institut international de recherche pour la paix en Suisse. Gabriel Galis, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous, merci de votre invitation. Merci à vous. Samuel Crétenin, de photographe militant pacifiste, qui donc a déjà été notre invité à l'échiquier international et qui se trouve aujourd'hui même au Caire pour rejoindre ou pour être justement dans cette marche donc vers Gaza. Samuel Crétenin, bonsoir, merci d'avoir ou d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors Samuel, j'explique que pour être avec nous en ce moment par votre téléphone, vous êtes quand même dans un endroit où vous faites discret parce qu'à n'importe quel moment, vous pouvez vous faire interpeller. Alors on verra, parce que les choses se sont un petit peu calmées, semblerait-il, mais c'est vrai que je suis à un endroit où il y a la police à quelques mètres, mais ils m'ont dit « ma fille là », donc voilà, je suis avec vous. Très bien. Vous avez quand même le moral. Justement, Samuel Crétenin, de vous qui êtes sur place, dites-nous d'abord quand est-ce que vous êtes arrivé au Caire aujourd'hui et comment se déroule la situation ou comment se présente la situation, d'autant plus que nous avons tout de suite, d'ailleurs on va le voir ensemble avec vous, juste après vous avoir écouté, des témoignages de beaucoup de militants qui se sont fait refouler, d'autres se sont fait confisquer leur passeport et bien entendu leur téléphone. Donc dites-nous s'il vous plaît, comment se passent les choses aujourd'hui? Alors effectivement, il y a eu des refoulements. Moi, je suis arrivé il y a 2 jours. Pour moi, j'ai étonnamment, comme je suis un peu plus présent dans les médias, j'ai passé sans trop de problèmes, sans aucun problème même. Oui. Mais je suis arrivé le 10 déjà. Et en fait, à partir du 10 au soir et du 11, les choses se sont gâtées puisque l'Égypte a clairement tenté une intimidation pour éviter que les militants viennent. Mais c'était sans compter la mobilisation et l'énergie que les militants ont pour cette marche pour Gaza. Il y a eu quelques désistements. Il y a eu probablement entre 100 et 200 personnes, plutôt près de 200 personnes refoulées. Des personnes qui sont en train de reprendre des billets d'avion pour revenir une deuxième fois sur place. En fait, les gens ont une énergie incroyable. Je crois que on a tous envie d'essayer de changer le jeu maintenant, si je peux parler comme ça, en tout cas briser ces chaînes du génocide. Oui, justement, tout à l'heure, vous m'aviez dit en off, Samuel, que beaucoup de délégations, on va dire de groupes et de convois se sont vus refoulés, et que, en particulier par rapport à une catégorie je dirais, de nationalité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors c'est vrai que systématiquement, les Maghrébins ou les personnes ayant une ascendance maghrébine dans leur passeport ou en répondant à leurs questions, et particulièrement les Algériens, ont tous été refoulés hier et avant-hier. C'est incompréhensible, des Arabes qui s'en prennent à d'autres. On a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe. Alors, est-ce que des motifs ont été fournis ou c'est juste parce que ils étaient justement d'origine algérienne ou maghrébine ou marocaine ou tunisienne? Parce que là, on parle Moi, aussi du convoi j'ai d'Assoumou.
Alors pour le convoi de Semoud, moi je peux moins suivre l'organisation parce que la marche mondiale c'est déjà gigantesque. On est à gérer 2 à 3 000 messages par jour. Donc j'ai vu simplement qu'ils étaient stoppés, que la frontière pour l'instant n'est pas prête de s'ouvrir. Côté de la marche globale, je n'ai entendu encore personne me donner un motif d'expulsion. Ça a été arbitraire. Il y a donc principalement hier et avant-hier effectivement des Maghrébins, et en fait aujourd'hui ils ont fouillé les sacs pour essayer de trouver du matériel de camping et exclure simplement les gens qui avaient du matériel de camping. On a même entendu des gens qui n'ont rien à voir avec la marche avoir été retournés en France. Très bien. Je veux juste une précision de vous, Samuel. Est-ce que des autorisations sont obligatoires aujourd'hui pour marcher vers Rafah, pour poursuivre? Alors, oui. On a eu, de toute façon, une obligation obligée pour rentrer dans le Sinaï, parce que le Sinaï, il y a 2 points de passage, et si vous n'avez pas l'aval des autorités, ça ne passera pas, puisque c'est une zone militaire à partir du canal de Suez et qu'il y a 2 points d'entrée dans le canal de Suez. Mais nous, on a été transparents avec les autorités toujours, donc on est étonné que face à cette transparence, l'Égypte n'ait pas pris l'occasion de nous tendre la main pour l'instant. Je pense qu'ils ne l'ont pas fait au départ, parce que s'ils avaient donné un feu vert absolument clair, on aurait été 100 000 à venir. Tout le monde serait venu. Voilà. Donc je pense que pour eux, c'est un immense problème de gestion de flux de personnes, et qu'ils ont essayé de limiter les dégâts de leur côté, mais c'est pas nous qu'on doit limiter. Nous, on va déjà se débrouiller avec l'aide de personnes sur place, l'infrastructure. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit le plus possible pour mettre fin au génocide monstrueux qui est en train d'avoir lieu. Alors, avant d'aller vers Gabriel Galis, mesdames et messieurs, je vous propose quand même d'écouter ce témoignage assez poignant qui nous est parvenu d'une militante française ou franco-algérienne qui a été donc interceptée et peut-être même refoulée vers son pays d'origine. On l'écoute tout de suite. Il s'agit de Olfa, pour justement taire les noms et pouvoir ainsi avoir un témoignage plus objectif. Écoute, on est détenus à l'aéroport depuis notre arrivée au Caire. On a passé une nuit blanche, pas très cool. C'était un peu tendu hier soir. Ils ont pris les téléphones, les passeports, mais là, ce matin, ça va mieux. Donc, ils ne nous ont pas servi un seul truc à bouffer ni à boire, évidemment. Tout a été financé par les marcheurs. Et là, ce matin, ils nous ont quand même fait venir du thé, du café, de quoi manger. Et là, on attend nos vols. Voilà, on attend de savoir sur quel vol on va repartir, parce qu'il est clair que nous allons être expulsés. Voilà donc un témoignage vivant d'une militante qui dit donc avoir été interceptée. Ils ont été bloqués à l'aéroport, ils risquent d'être refoulés d'un moment à l'autre. Donc depuis qu'on a reçu le message, je pense que ça s'est déjà fait. Gabriel Galis, alors une marche vers Gaza, un autre convoi terrestre également, celui de Semoud, qui regroupe beaucoup plus un convoi maghrébin, parce qu'il s'agit de la Tunisie, par exemple, des Tunisiens, d'Algériens, de Marocains et de Mauritaniens. Et il se trouverait même parmi eux des Libyens. Donc finalement, aller vers Gaza, ce n'est pas si vous voulez, aussi facile que ça, parce que de toute façon, d'ores et déjà, ces marcheurs se trouvent confrontés à plusieurs obstacles au Caire. Il fallait s'y attendre quelque part. Gabriel Galis ? Oui, il fallait s'y attendre, et c'est pour ça que je trouve que c'est une belle démonstration de solidarité humaine. Il faut espérer que ce mouvement infléchisse les dirigeants, les gouvernements, ce qui n'est pas sûr, parce que depuis le temps que ce massacre se déroule, on ne voit pas d'infléchissement, et je pense que ça ne suffira pas. Il va falloir d'autres mesures, et pour ma part, il y a plus d'1 an que j'ai proposé qu'il y ait des bateaux humanitaires qui aillent vers Gaza, mais qui soient encadrés par des navires de guerre pour les protéger. Parce qu'on a vu des flottilles turques, on vient de voir une flottille européenne et d'autres qui ne débouchent pas. Les pauvres Gazaouis continuent à mourir de faim, de soif, de privation de médicaments et en plus de bombes.
Je trouve que c'est totalement aberrant et que la communauté internationale est véritablement, et surtout les États de la communauté internationale, et on voit là la différence entre les États et les peuples. Les États sont en dessous de tout. Et un commentateur américain l'a dit récemment, l'Occident est mort à Gaza. Oui. Finalement, il n'y a pas que l'Occident qui soit mort à Gaza, rassurez-vous. En fait, Gabriel Galis, justement, est-ce que finalement, cette marée humaine qui aujourd'hui se dirige vers Gaza pour casser et briser ce blocus, est-ce que ce n'est pas un petit peu, si vous voulez, l'écho de politiques qui n'ont pas ou qui ont failli à leur devoir? Oui, je crois que c'est ça, c'est que les peuples prennent leur relais parce que les dirigeants ne font pas leur travail. Alors, à partir du moment où les responsables politiques ne font pas le nécessaire, les peuples se substituent à eux. Et je crois que c'est un mouvement qui est en train de se passer un peu partout dans le monde. On voit un décalage croissant entre ce qu'on appelle les élites, hein, qui mériteraient peut-être d'être qualifiées autrement, et des peuples qui ne suivent plus du tout ces positions-là. Je viens de voir que même en Allemagne, les dirigeants du SPD se désolidarisent de leur gouvernement et des positions prises par leur gouvernement. Donc c'est un signe effectivement qu'il se passe quelque chose dans la chair des peuples et dans la démocratie mise en œuvre par les peuples. Il faut rappeler que démocratie, ça vient d'un mot grec qui veut dire peuple. Oui, eh ben justement, en matière de peuple, on y est aujourd'hui par rapport à Gaza. On a compris que le peuple du monde entier, finalement, est en train de dire d'une seule voix, il faut aller vers Gaza. Le compte à rebours a vraiment commencé, parce que c'est le cas aujourd'hui, mais il s'avère que nous restons dans une réalité qui est celle aujourd'hui des frontières, parce qu'on sait très bien que pour arriver au Caire, c'est bien comme premier pas, mais pour arriver à traverser donc Del Arish vers Rafah, vers Gaza, c'est ça le véritable périple aussi du combattant, surtout lorsqu'il s'agit par exemple d'autorisation. Et si ces autorisations ne sont pas octroyées par l'État égyptien, qu'adviendra-t-il de ces militants? Seraient-ils en dehors de la loi? C'est-à-dire, est-ce qu'ils s'inscrivent hors la loi dans ces cas-là? Gabriel. Oui, Gabriel. Non, je voudrais poser une autre question pour Samuel. Oui, mais moi je crois qu'on se heurte à une réalité militaire. À moins de vouloir sacrifier des centaines, voire des milliers de militants pacifiques, ces militants ne sont pas armés et ils vont se trouver face à une frontière militarisée. On ne peut pas forcer une frontière comme ça. C'est arrivé entre la France et la Suisse au moment d'un G8 il y a 20 ans, mais on n'était pas dans une situation de guerre. Donc la frontière a été levée, mais là je ne vois pas que les Égyptiens lèvent la frontière, et donc il va y avoir un blocage d'une façon ou d'une autre. À quel moment se déroulera justement ce blocage? Samuel Crétenand, justement, est-ce que tout à l'heure, vous m'avez dit que vous n'avez pas encore obtenu les autorisations. Est-ce que vous pensez que les militants qui attendent pour la plupart ces autorisations, s'ils ne l'ont pas eu jusque-là, parce qu'il n'y a pas eu de réponse, vont continuer leur périple? Et dans ces cas-là, est-ce qu'ils ne sont pas en situation de fragilité et que le pire peut leur arriver à partir du moment où ils ne sont pas donc munis de cette autorisation? Vous savez, le droit international existe. Nous, on tend la main à des gens qui sont génocidés. Donc, en fait, c'est un droit suprême que l'on a. Demain, on part du Caire et on marche vers le Sinaï. Si on est bloqué, ben on ira jusqu'où on peut et puis on continuera les négociations avec l'Égypte en espérant que l'Égypte prenne leur lait. Mais moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que on verra juste ce qu'on peut faire. C'est une vague qui est énorme, qui déferle maintenant vers Gaza. Et je peux vous dire, et c'est un scoop, la Suisse va lancer une flottille avec un bateau suisse et on appelle à toutes les nations à nous rejoindre et lancer des bateaux de chaque pays pour faire pas une flottille, mais une flotte entière de bateaux humanitaires avec du matériel hospitalier et des soins et de la nourriture pour les gens. Donc en fait, le mouvement, comme c'était dit, il est énorme. Il faut pas oublier, on a toujours dit que l'Égypte n'était pas notre cible.
puisque c'est un génocide occidental. C'est important. On n'est pas là pour mettre la pression sur l'Égypte, on est là pour mettre la pression sur nos pays respectifs. La guerre, elle est aussi économique. C'est-à-dire que nous, on demande à ce que nos pays respectifs coupent tous les liens avec Israël. On isole complètement ce gouvernement génocidaire et criminel. C'est une action importante. Et puis la réaction de l'Égypte va quand même donner le ton par rapport à tous ces touristes potentiels qui peuvent venir dans le pays. Donc nous, on est arrivé avec des intentions louables. On a tendu la main à l'Égypte en disant on est chez vous, on respecte votre souveraineté, mais aidez-nous à venir le plus grand nombre possible pour faire passer pour ouvrir ce corridor humanitaire et faire passer de la nourriture. Vraiment, c'est des besoins tellement fondamentaux que je ne sais même pas pourquoi on est en train d'en parler ici. Ben justement, finalement, vous dites, parce qu'on a vu quand même l'attaque sur la flottille aujourd'hui, si cette flottille devenait justement une grande flotte, est-ce qu'il lui arrivera la même chose que ce qui est arrivé au Medellín, Samuel? Si tous les pays importants sont représentés et commencent à avoir des signes que ça pourrait être le cas, je pense que... Mais déjà la marche, hein, je veux dire, là, je vous annonçais que la prochaine vague... non, on est pour l'instant, on est là, on est entre 4 et 6 000 personnes au Caire. Vous imaginez? Oui. Il y a quelques cheveux blancs pour les autorités, mais nous, ce qu'on demande aux autorités égyptiennes, c'est travailler avec nous. On vous donne la liste de toutes les personnes qui sont avec nous. Dépêchez-vous de nous laisser passer, faire cette marche et nous rendre à la frontière pour qu'on puisse faire pression sur nos gouvernements. Vous savez, moi, je suis très, très peu fier de mon gouvernement en Suisse, qui est toujours le dernier à réagir et qui est un soutien indéfectible à Israël. Justement, Gabriel Gallis est en Suisse et il pourrait peut-être nous en parler un peu plus et davantage sur cette question. Finalement, est-ce que c'est pas un aveu d'échec, Gabriel Gallis, aujourd'hui, que toute cette marche aujourd'hui qui se déroule donc vers Gaza, alors que les politiques sont très silencieux, on les entend très très peu? J'ai pas bien entendu la fin de votre question. Je disais, est-ce que est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec finalement d'impuissance des politiques qui restent vraiment très silencieux devant cette marée humaine qui s'avance vers Gaza? Si, bien sûr, mais s'il fallait attendre cette démonstration de force, ce serait regrettable, mais c'est le cas. Ça fait des mois et des mois. Samuel parlait du droit international, on peut parler du droit international, du droit humanitaire international. Souvenez-vous que le Conseil de sécurité de l'ONU a mis en jeu la responsabilité de protéger pour intervenir de façon assez inacceptable et même franchement inacceptable en Libye. Et il n'y avait pas matière à le faire. Par contre, il y a matière à le faire pour Gaza et personne ne le fait, puisque les grandes puissances, ou certaines grandes puissances qu'on ne nommera pas, mais que tout le monde connaît, empêchent qu'il y ait des résolutions de mise en œuvre de la responsabilité de protéger, que l'Algérie a proposé d'ailleurs plusieurs fois. Donc maintenant, moi je crains que seule la force militaire défensive, je ne dis pas offensive, mais défensive et protectrice de flottilles d'approvisionnement puisse parvenir, parce que sinon la marine israélienne, voire la marine égyptienne, moi je comprends qu'on fasse pression en expliquant aux Égyptiens qu'on vienne en amis, mais jusqu'à maintenant, ils sont solidement arrimés au blocus décidé par Israël. Oui, tout ce à fait. blocus qui est illégal. Il faut rappeler que ce blocus n'a aucune valeur en droit international, puisqu'il n'a pas été décidé par le Conseil de sécurité, n'empêche qu'il est mis en œuvre et par Israël, et y compris le blocus naval, et par l'Égypte. Donc, il va falloir faire monter la pression et peut-être que les bonnes volontés populaires ne suffiront pas. Il faut que les États, effectivement, s'en mêlent de façon énergique. Ben justement, Gabriel Gallis, une dernière question. Alors, face à la pression exercée par Israël sur le Caire, pour terminer, est-ce que vous pensez réellement que les portes de Rafah, du passage de Rafah, seront ouvertes? Je ne sais pas, je veux croire au miracle, mais il faudrait vraiment un changement total, parce que vous avez vu que la tendance est plutôt à limiter les accès. On a ouvert 10% et puis
on a arrêté. Donc, et en plus, on tire sur les personnes qui viennent s'approvisionner. Tout cela est documenté, hélas. Donc, il faut espérer qu'un sursaut survienne à un moment ou à un autre, parce qu'on ne peut plus continuer dans cette folie de massacre à grande échelle. Oui, merci Gabriel. Samuel Crétenin, justement, vous allez peut-être commencer à vous déplacer vers Rafah. Vous le ferez à pied, par bus. Dites-nous de quelle manière cela va se dérouler. Et puis surtout, j'aimerais avoir un petit peu votre sentiment. Est-ce que vous êtes dans l'optimisme? Est-ce que vous êtes dans l'appréhension? D'autant plus que vous n'avez aucune garantie de sécurité. Donc le pire peut arriver. On l'a vu par le passé. Et le meilleur aussi, parce que Oui, quand pourquoi le pas. pire arrive, le meilleur aussi. On est déterminés, vous vous rendez pas compte l'énergie qui se passe, qu'il y a ici au Caire. Les gens qui sont venus ici ont cessé de réfléchir, ont cessé de faire des plans, ont cessé de faire de la géopolitique. Ils ont ouvert leur cœur et ils avancent. Et des fois, on est surpris de ce qui peut arriver avec ça. La bataille, elle est à tous les niveaux. Elle est au niveau diplomatique. On a mobilisé tous les ambassadeurs du monde à l'aéroport de Rafah. Ils ne l'avaient pas fait avant. À l'aéroport du Caire, ils étaient pas là avant. Maintenant, ils défendent leurs concitoyens. La bataille économique, c'est un isolement que l'on cherche d'Israël. La bataille, elle est militaire parce que les pays occidentaux fournissent de l'armement à Israël et les gens ne sont plus d'accord. Elle est politique. On est en train, nous, pour la délégation suisse, puisque chaque délégation travaille sur son pays, on est en train d'isoler complètement notre ministre des Affaires étrangères, Ignacio Cassis, qui est un lobbyiste en chef de l'entité sioniste. Donc, tout ce travail-là commence à porter ses fruits. On le voit dans la mentalité. La presse, maintenant, nous court après, alors qu'elle nous accordait aucune tolérance pendant 21 mois. Toutes ces choses combinées font que moi, je ne suis pas dans une démarche guerrière. C'est ma voix. Je ne critique ni la résistance, ni les actions militaires, mais c'est pas ma voix. Donc nous, on fait autre chose. Oui. Et jusqu'à maintenant, ça a échoué. Il faut bien Oui. dire que le choix des armes a échoué. Nous, on tente la voie du cœur maintenant. Eh ben, j'espère que la voix du cœur sera porteuse. Samuel Crétenin, vous êtes donc photographe, militant pacifiste. Vous êtes donc au Caire sur place et vous apprêtez à aller vers Rafah à travers Al-Arish pour ensuite rejoindre Gaza. C'est en tous les cas le meilleur qu'on puisse vous souhaiter. Gabriel Galis, merci. Président de l'Institut international de recherche pour la paix en Suisse, merci d'avoir été avec nous. Messieurs, on suivra pas à pas toutes vos démarches et on espère avec vous que ces trois mobilisations, la caravane, la flottille et Assomod, bien sûr, seront peut-être le début du changement tant espéré de toutes ces populations mondiales. Juste pour terminer avec vous, Gabriel Galis, est-ce que vous souhaitez rajouter le dernier mot? Oui, le dernier mot, c'est souhaiter bon courage à Samuel et à tous les manifestants de tout cœur, parce que moi, je suis plutôt du côté théorique. On va de temps en temps sur le terrain. On l'a fait, mais j'admire absolument ce mouvement qui se met en route et je veux espérer que M. Cassis va enfin bouger dans le bon sens. Merci, parfait. Un dernier mot, peut-être Samuel également? Non, écoutez, on a besoin maintenant de votre écho, c'est-à-dire que nous, on est ici en Égypte. Et on vous demande à toutes et à tous de faire la même chose dans vos pays. Rendez-vous dès demain devant vos gouvernements avec des manifestations gigantesques pour faire bouger les lignes et changer la donne. Pour les gens de Gaza, et on leur dit on est là, on est proche de vous, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour vous. On ne vous a pas oublié. Bon courage à tout le monde. Merci beaucoup Samuel et bon courage à vous. Merci également à Gabriel Galis. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier International. Au revoir.